Bonjour. Donc, j'intitulerai ma communication Intelligence animale, animalité humaine, réversibilité et perméabilité des natures, dans 3 contes de Clarice Lispector. Ah non, c'est pas ça. Je me suis... Pardon. C'est ça, voilà. Je reprendrai tout simplement, de manière simple, ces phrases extraites du Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, adieu, dit le renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Les 3 textes choisis dans le recueil Liens de famille de Clarice Lispector forment une réflexion sur les natures humaines et animales, leur caractère plastique et mutable, dans un vaste ensemble régi par l'ordonnance invisible de la création. Ma première partie s'intitulera « Qui de l'homme ou de la bête ?» Dans le conte extrait de La sauce du famille, il y a Lien de famille, une poule, Clarice Lispector met en lumière un des thèmes qui lui est cher, par l'évocation du monde animal, la poule ici, qui avec le chien, le cafard, l'huître, le cheval, la tortue, le lapin, appartient au bestiaire de l'écrivain. En quoi la poule se distingue-t-elle ? Est-elle l'alter ego de l'homme ? Son contraire, un lien à l'indicible, l'image du divin. L'intrigue met en scène une poule destinée à être mangée lors du repas dominical. De manière très inattendue, elle brise tout à coup sa carapace d'indifférence face au sort qui lui est réservé et au matin du dimanche s'envole sur les toits voisins aux grandes dames de la maisonnée. Le maître des lieux, après une course-poursuite, la ramène brutalement dans la cuisine où elle pond un œuf qu'elle se met aussitôt à couver avec le plus grand naturel. La famille éberluée lui accorde la vie sauve. Durant un certain temps, elle mérite tous les égards, puis oubliée, redevient une poule comme les autres et finit un dimanche dans l'assiette des membres de la famille réunis. Clarisse la décrit comme un animal commun, stupide, anonyme, interchangeable. Elle, ni laide ni belle, elle ne manifeste pas d'intention particulière, ne regardant personne et ne suscite aucun intérêt de la part des habitants de la maison pour lesquels elle est invisible. Elle n'est qu'une nourriture en perspective. Sa position en retrait, ramassée sur elle-même dans un coin de la cuisine, évoque l'étrangeté de sa présence dans la maison. Son calme apparent où ne perce ni approbation ni désapprobation, ce qui serait une preuve de conscience, ne laisse rien présager de sa fuite et amplifie l'effet de surprise provoqué par son envol subi. Une accumulation de négations décrit la banalité et la vacuité de l'animal, synonyme de rien, de vide, dépourvu d'essence. Son corps emprunté, ses mouvements étriqués, sa démarche maladroite et hésitante, son équilibre instable en font un objet étrange et étranger. Parvenue sur le toit du voisin après un envol court et sans grâce, elle demeure, je cite, un ornement déplacé ne sachant sur quelle patte sautiller. Concise mais expressive, la description traduit la sensation d'étrangeté ressentie par la poule elle-même devant une liberté nouvelle, subitement acquise. L'évasion est inhabituelle, comme en atteste la réaction de la cuisinière bouleversée et des membres de la famille, sidérés et finalement désappointés à l'idée de se voir privés de leur festin coutumier. Ce drame domestique a une portée plus large, il interroge les rapports de domination implicites, la famille se voit ravir son pouvoir absolu sur l'autre, l'animal sans défense, considéré jusque-là comme un objet de consommation. Sortie de son invisibilité, la poule change de statut. Ne conviendrait-il pas de lui reconnaître un minimum d'intelligence, une aptitude à la préméditation ? Tout soupçon de libre arbitre ou de volonté sont toutefois niés dans la manifestation d'un simple instinct de conservation. L'animalité de la poule est patente, comme son caractère anonyme et interchangeable, car selon cette interprétation, ses caractéristiques génétiques expliquent ses réactions. Loin d'être la poule en majuscule, elle redevient une poule minuscule, au mieux, un semblant de gibier qui fait ressortir en l'homme ses instincts de chasseur.
Pour aller la chercher, le maître de maison revêt un caleçon de bain, un détail vestimentaire quelque peu incongru pour sauter par-dessus les toits. Il apparaît la mine radieuse dans cette fonction virile et se lance à sa poursuite comme un félin. Possédé par un instinct atavique, sa violence et son obstination marquent la résurgence d'une nature primitive et animale. L'humour perce dans la description de la poursuite. L'empoignade finale, ponctuée de cris et d'une envolée de plumes, suivie du retour triomphal du chasseur, donne au tableau un caractère pitoyable. Il suggère la démesure entre l'effort désespéré accompli par la poule pour échapper à une mort certaine et les rodomontades du chasseur victorieux. L'inégalité des forces et la fragilité de l'animal sont particulièrement soulignées dans une phrase. Je cite « Seule au monde, sans père ni mère, elle courait, haletait, muette, concentrée ». Ainsi que le souligne Benjamin Moser dans une biographie qu'il lui a consacrée, le thème de sa mère ressurgit dans de multiples écrits de Clarice Lispector et de nombreuses situations. Il constitue l'une des clés de lecture de sa solitude, de son désir d'amour et de sa désespérance. La fuite de la poule démontre une solitude absolue. Les verbes décrivant son souffle, passant d'une grande inspiration libératrice au souffle court et précipité de la fuite, traduisent l'intensité de la peur de l'animal subitement humanisé. La poule acculée se mue en un être sensible qui, un bref instant, goûte à l'ivresse de se sentir, je cite, vraiment libre. Toutefois, elle n'en demeure pas moins une poule ordinaire, stupide, timide et libre, inférieure au coq, doté du verbe et conscient de ses qualités. Ainsi, la poule réintègre une double condition d'infériorité, celle qui fait d'elle une nourriture du dimanche et celle qui régit les rapports de sexe. Si l'évocation de ses entrailles est aussi une évocation de sa mécanique biologique, elle désigne le lieu des bas instincts, mais elle l'élève néanmoins à la catégorie d'être, en un jeu de paradoxes qui articule sa condition entre l'être et le non-être, l'humain et l'animal. Car même dans l'invisibilité, la poule parvient à exister, comme la fourmi dont Saint-Hilaire a pu dire « ou le Brésil en finit avec la fourmi, ou la fourmi en finit avec le Brésil », la poule parvient à une forme d'immortalité du fait de sa reproductibilité infinie. Elle est à la fois l'éternel esclave destiné au sacrifice et l'un des précieux maillons d'une chaîne qui remonte à la nuit des temps, puisqu'après elle, une poule, semblable en tout point, prendra sa place. Ce caractère proliférant l'intègre au cycle mystérieux de la vie qui lui confère une sorte de noblesse. Comme une illumination ou une épiphanie, dans la précipitation et la peur, la poule, par atavisme, pond un œuf. Son air surpris, suggérant une naissance prématurée, permet d'opérer une relecture de son acte d'évasion. Cet engendrement, si involontaire fut-il, introduit une dimension existentielle dans le récit. Elle retrouve aussitôt les gestes immémoriaux qui la transforment en une vieille mère expérimentée. Sa respiration naturelle atteste l'accomplissement de la maternité. Ses yeux qu'elle boutonne et déboutonne avec une extrême mobilité dénotent un comportement mécanique. L'ironie grinçante de sa métamorphose ressort de la description de son cœur, si petit sur une assiette, nous dit-on, et qui, en se soulevant et s'abaissant, produit la chaleur nécessaire à la survie de l'œuf. Magnifiés par l'instinct maternel, ces signes d'affections involontaires, et par le miracle de ce fruit soudainement jailli de ses entrailles, la poule suscite la compassion de la fille de la famille, puis du père qui parvient à vaincre la résistance de son épouse. Subtilement, la poule devient ce que Clarisse décrit dans le célèbre texte de sa participation au premier congrès de sorcellerie de Bogota en 1975, intitulé « L'œuf et la poule ». L'œuf est une chose, dit-elle, dont il faut prendre soin. Pour cela, la poule est le déguisement de l'œuf. La poule existe pour que l'œuf traverse les temps. Une mère est faite pour ça. Dans le foisonnement d'images qui ponctue la méditation de Clarisse sur la condition de l'œuf et de la poule, nous percevons l'extraordinaire permanence de la vie sous l'apparence insignifiante de l'animal. La fillette intervient en sa faveur, comme le firent Clarisse dans son enfance, et la petite Inès, sa jeune lectrice, âgée de 10 ans.
car l'animal, devenu un être humain à part entière, se voit doté de bonnes intentions envers la famille. L'instinct qui l'a poussé à tenter de déjouer le destin lui vaut un instant de gloire, faisant d'elle désormais la reine de la maison, ce qu'elle était la seule à l'ignorer par une pointe d'ironie cruelle. Redevenue au fil du temps une poule inexpressive, elle finit un jour par être mangée. C'est la destinée de la poule lors du repas dominical qui réunit les membres de la famille dans l'observation de la tradition religieuse de ce jour de repos qualifié de jour du Seigneur. La destinée de la poule intègre donc ce rituel. La réaction désappointée de la famille et la conclusion nous évoquent une anecdote rapportée dans La découverte du monde par Clarice Lispector. La narratrice y glose sur son goût pour la poule au sang. « Notre vie est barbare, écrit-elle. On naît avec du sang et c'est dans le sang qu'on coupe le lien qu'est le cordon ombilical. Point de suspension, la barbarie, c'est aussi de l'amour. » Conclut-elle. Mort et vie sont intimement liés, comme amour et violence. Manger la poule a donc bien une connotation qui dépasse la simple ironie d'un revirement du destin ou d'une prédestination. L'indifférence n'est-elle pas un crime de la part de la famille qui, oublieuse et sans état d'âme, se nourrit de celle qui fut traitée en reine et dont le corps est offert en sacrifice? Le rituel dominical instaure le partage symbolique du corps et du sang du Christ. Si, comme le suggère Clarisse dans divers écrits, Dieu est le it, présent dans toute chose et au-delà de tout, la poule ou l'image de la poule, par-delà sa corporéité, dans l'engendrement même involontaire, figure le mystère de la création et l'ordre de la nature. Si le miracle dévie le cours du destin, ne fût-ce que pour quelque temps dans l'espace du conte, à l'inverse, la vie de Clarisse s'avère infiniment plus cruelle. Contredisant la croyance populaire de sa région natale, l'Ukraine, sa naissance n'a pas sauvé sa mère de la maladie dont elle est atteinte et qui serait la conséquence des violences subies lors d'un pogrom. L'œuf est l'âme de la poule, écrit Clarisse, la poule maladroite, l'œuf sûr, la poule effrayée, l'œuf sûr. En tuant la poule, c'est aussi l'espérance qui est tuée dans l'œuf. J'intitulerai ma deuxième partie « Une petite femme au grand cœur ». Elle concerne le conte « La plus petite femme du monde » et pourrait avoir été inspirée à Clarisse par des scènes vécues notamment lors de son voyage en Afrique, alors qu'elle voyageait pour rejoindre son mari nommé vice-consul à Naples. Elle dut accomplir de multiples escales avant de parvenir à sa destination finale. En Afrique, elle vit un noir se faire fouetter par un blanc. Cette scène resta gravée dans sa mémoire et elle s'y réfère dans différentes chroniques. Comme elle l'écrit également dans A explicação inútil, l'explication inutile, une chronique censée éclairer la signification des contes réunis dans Lien de famille, le conte s'inspire d'une nouvelle lue dans un journal et lui rappelle une promenade au printemps à Washington, alors qu'elle tient son fils dans ses bras. C'est l'occasion pour elle de faire l'une des digressions si signifiantes et si caractéristiques de son style. Elle y réaffirme son intérêt pour l'Afrique, dans lequel elle voit le berceau du monde. Et alors que les animaux sont absents de ce conte, elle discourt de manière en apparence paradoxale sur l'amour que lui inspirent ceux qui demeurent les plus proches de Dieu. Je cite, « Un objet qui ne s'est pas inventé lui-même, une chose encore chaude de sa propre naissance. » Et elle conclut en soulignant que l'animal qui se dresse aussitôt après avoir été engendré vit sans réserve, sans se protéger et sans se disperser. La plus petite femme du monde rapporte une anecdote à la tonalité burlesque. Il s'agit de la découverte par un explorateur français, Marcel Prêtre, semblable à tous les explorateurs du XIXe siècle, d'une catégorie de pygmées de très petite taille, et dit-elle, comme dans un processus d'emboîtement, de la découverte au sein de cette espèce de l'existence d'une femme d'une taille encore plus petite, mesurant 45 cm. Cette découverte scientifique, publiée dans le supplément en couleur des journaux du dimanche, suscite maintes réactions dans les familles que nous accompagnons comme s'ils avaient été prises sur le vif. La critique est évidemment présente dans cette parodie exploratoire et une ironie grinçante guide l'observation et la plume de la narratrice. Elle convie à une réflexion sur la condition humaine et les rapports de domination, sur les jeux subtils
et pervers entre la morale et l'immoralité, le bien et le mal, l'humain et l'inhumain, le primitif et le civilisé. En bref, elle nous entretient de la nature pernicieuse des bons sentiments. Nous notons les frontières perméables entre l'élan de bonté et le crime, le désir de possession et le respect de la liberté de l'autre. La description de la jeune femme dans la perspective de l'explorateur révèle évidemment sa posture colonialiste. Elle est pour lui un objet d'étude, le spécimen d'une race inférieure qu'il nomme une racigne, petite race. À ce titre, le conte nous évoque la triste condition que vécut Saartjie Baartman, surnommée la Vénus hottentote, qui pourrait aussi avoir été à l'origine de cette chronique ou de ce conte. Ici, c'est l'extrême petitesse de la jeune femme qui constitue une singularité physique à laquelle s'ajoute sa rareté et la menace de la disparition de son groupe. Et toutes ces caractéristiques s'ajoutent au grand catalogue des espèces que constitue l'explorateur. Son intérêt est donc multiple. Son humanité n'est qu'une sous-catégorie, car elle est classée comme une représentation absolue de l'autre, issue d'un temps lointain. Elle témoigne de notre évolution. Une assimilation à l'animal résume cette double relégation dans des expressions telles que « noir comme un singe » ou encore « on aurait dit un chien ». Elle demeure l'incarnation du sauvage et du primitif, vivant dans un total dénuement, perché sur un arbre pour se protéger des attaques des Bantous, une tribu cannibale et plus développée, et des animaux sauvages qui rôdent aux alentours. La vie brève des enfants, très tôt livrés à eux-mêmes, est une nouvelle preuve de cette rusticité. Ces caractéristiques, ainsi que la référence à un langage rudimentaire, je cite, « Les Likwala n'utilisent que quelques mots. Ils appellent les choses par des gestes et des sons animaux. » Tous ces détails la placent au bas de l'échelle de l'évolution. Cette chose, entre guillemets, possède cependant un pouvoir de subversion par l'émotion qu'elle suscite qui pourrait conduire le scientifique à des excès, une perte de son self-control, à la folie peut-être. Mais la science et la raison sont ses garde-fous. L'espace d'un instant, face à cette nouveauté, il retrouve le pouvoir de s'émerveiller et son cœur s'emballe. Je cite, « parce qu'aucune émeraude n'est aussi rare ». Et aussitôt il la nomme, poétiquement, « tu es petite fleur ». Empruntant une image visible de la perfection issue du mystère de la nature sous la plume de Clarice Lispector. La jeune fille répond à cela de manière vulgaire par le geste de se gratter, je cite, « là où personne ne se gratte », ainsi que le précise la narratrice avec un clin d'œil humoristique qui signale l'abîme qui les sépare. Le mimétisme observé par l'explorateur, placé face à cette femme de taille réduite, postée devant lui, opère une véritable fascination. La nature exubérante forme le décor chaud, et humide et sensuel de leur rencontre. Par un subtil glissement qui s'inscrit dans le double sens du vocable « manger » en portugais, la nature n'est plus vierge, et la jeune femme à son image lui apparaît comme un fruit mûr, car elle est enceinte. Les réactions à la parution de la nouvelle dans les journaux sont multiples. Affliction causée par sa différence, méfiance face à la tendresse qu'elle suscite et qui peut avoir des conséquences désastreuses, nous dit-on, car l'amour peut être ténébreux, tyrannique. Il engendre la jalousie et le désir effréné de possession. Petite fleur inspire des sentiments aussi divers que la pitié face à son allure qualifiée de tristounette ou le désir de s'en amuser comme on le ferait d'un jouet. Les réactions des adultes et des enfants sont autant de signes de son étrangeté et de l'impossibilité de concevoir une relation d'égalité dénuée de préjugés de toute nature. Une anecdote cruelle revient à la mémoire de la mère du petit garçon qui veut en faire son jouet avec son frère, montrant combien l'enfance révèle sa nature paradoxale. La scène se déroule dans un orphelinat où des fillettes privées de poupées cachent la mort de l'une d'entre elles pour en jouer après le départ de la religieuse, en mimant des scènes et des attentions maternelles dans un morbide et terrifiant apprentissage. La mère, horrifiée par l'attitude de son fils, médite sur la cruauté engendrée par le manque d'amour. Je cite, « la férocité avec laquelle nous voulons jouer et le nombre de fois où nous tuons par amour ». C'est là un thème récurrent chez Clarisse. L'innocence de l'enfance n'est qu'un simulacre qui occulte la véritable nature de l'être humain en devenir, qui fait écho à ses origines lointaines.
Consciente de cette duplicité et des pulsions primitives qui affleurent en l'être humain et chez son enfant, qualifié par elle d'astucieux, ce que nous interprétons ici comme dissimulé ou pervers, la mère, obscurément honteuse de son rejeton, s'applique à le vêtir soigneusement pour occulter le monstre qui se profile en lui. Je cite « Ce petit garçon qui avait déjà perdu 2 dents de devant, l'évolution. L'évolution suivait son cours. Une dent tombe pour laisser pousser celle qui mordra le mieux. » Ainsi, le vernis de la civilisation, symbolisé ici par les vêtements, fait illusion et procure la paix de l'esprit de l'homme dit civilisé, qui relègue dans la distance et le temps l'autre, l'étrange étranger qui le constitue, ne laissant transparaître qu'une vague nostalgie du paradis perdu. Ironique aussi est la vision de cette famille qui souhaite ardemment exercer sa charité et qui, ce faisant, révèle ses faiblesses et les tiraillements inévitables qui peuplent la vie de couple. Petite Fleur, quant à elle, au sein de la forêt, illustre de manière exubérante la joie et le bonheur d'être en vie. Elle est une survivante qui a échappé à la menace d'être mangée. Possédée par le plaisir de vivre, elle emploie toute son énergie à l'accomplissement de cette mystérieuse tâche. Elle abrite, je cite, « le secret du propre secret », un enfant minuscule. Elle est prise d'un rire inclassable qui sème le trouble chez l'explorateur de plus en plus embarrassé à la vue de son ventre rebondi et de son apparence réjouie. Nous observons ici l'importance du regard qui signifie la reconnaissance de l'autre et aussi la découverte de sa dimension humaine, de sa féminité et de son pouvoir de séduction. L'explorateur, symboliquement nommé Marcel Prêtre, est en proie à une lutte intérieure. Il jugule ce trouble en s'abritant derrière sa fonction qui symbolise le geste de rajuster son casque symbolique d'explorateur. Mais comment comprendre la nature de l'amour que lui porte Petite Fleur, qui englobe sans distinction sa botte, sa bague et la couleur jaune de sa peau, si incongrue à ses yeux. Le rapport de domination est ici totalement renversé. L'humanité la plus humaine, pour parodier Clarisse, est celle qui s'exprime dans l'ampleur de l'amour de Petite Fleur, dont le dépouillement ne peut masquer la générosité de sa véritable nature et la condamne à la profondeur. Petite Fleur est la pureté et le mystère, l'innocence même, le lien avec la création qui opère en elle et dont elle naît à l'instar de la poule que l'enveloppe visible et matérielle. La chute du conte tente par une pirouette de résoudre ce difficile problème de conscience de la domination des pulsions que le cadre de la civilisation, de la morale chrétienne ou sociale permettent de juguler, d'expliquer, de rationaliser afin de ne pas sombrer dans le chaos. À l'affirmation décidée d'une vieille dame qui clôture le conte, je cite « Dieu sait ce qu'il fait », nous opposerons le scepticisme de Clarisse, qui ne s'est pas privé quelques paragraphes plus tôt de mettre en garde contre la pertinence de la création, car si, écrit-elle, la nature s'est trompée une fois en créant des noirs, elle pourrait bien se tromper une deuxième fois. L'absurde est donc au cœur de la perception du monde de Clarice Lispector. Pour terminer, j'intitulerai la troisième partie « La fausse mort du vrai chien ». Le troisième et dernier conte évoqué ici s'intitule « Le crime du professeur de mathématiques ». La référence biblique y est plus que jamais explicite. Comme dans le Sermon sur la montagne, la scène se passe en haut d'une colline, en contrebas se trouve une église. Lorsque le professeur parvient au sommet, portant un sac pesant, les cloches invitent les fidèles à se rendre au culte catholique du dimanche matin. L'homme dépose son fardeau auprès de lui après avoir scruté le paysage désertique où seul un arbre se dresse. Il tente d'apercevoir le fleuve au loin qui semble figé et d'entendre les cris des enfants. Il est seul. Il extrait du sac le cadavre d'un chien et une pelle, puis se met à chercher un emplacement pour l'enterrer, là où lui-même désirerait être enterré. Il plonge alors dans une méditation qui l'entraîne à penser à cet autre chien, le véritable chien qui motive sa présence en ce lieu, celui qu'il a abandonné sous un faux prétexte, pour masquer ce qu'il juge être une lâcheté de sa part, l'incapacité de le tuer par amour et la culpabilité de l'avoir abandonné. Il l'a substitué par ce chien trouvé mort par hasard.
En offrant une sépulture à un chien inconnu, il tente d'expier sa faute envers le véritable chien. Les cloches ponctuent ce rituel pour, je cite, appeler les fidèles à la consolation du châtiment. Ni l'abandon ni le meurtre d'un chien ne justifient de sanctions devant les hommes, et même s'il implore d'être jugé par Dieu, le sera-t-il? Pour réaliser son plan, il démontre une détermination et une froideur calculatrice qui s'accordent avec sa nature rigoureuse. Après une longue réflexion émaillée de souvenirs de l'autre chien qui survit loin de lui, il opère une volte-face et déterre le chien de substitution, l'exposant à la vue de tous, les yeux ouverts et vitreux tournés vers le soleil. En accomplissant ce geste, il revendique son crime avant de réintégrer la communauté. Les chiens ont occupé une place importante dans la vie de Clarice Lispector. De multiples écrits attestent son attachement à Dilermando, rencontré à Naples, et qu'elle crut devoir abandonner pour se rendre à Berne, où son mari venait d'être nommé, à Rio, où elle est accompagnée par Ulysse. Sa singularité lui vaut d'ailleurs un article dans les colonnes de la revue Pasquin, car il gobe systématiquement les mégots laissés par les visiteurs étonnés chez Clarisse. Il inspire à Clarisse des propos pour le moins troublants sur la question d'identité, comme en atteste une anecdote rapportée par le poète Ferreira Goulart en visite chez elle. Alors qu'il tente de chipper un mégot qu'elle vient d'écraser dans le cendrier, son irrévérence lui inspire ces propos. Je cite « Va-t'en, ordonna-t-elle au chien, en se tournant vers moi. Il veut absolument être quelqu'un. » Et à l'animal « Va-t'en, va faire le chien. » Ces quelques répliques illustrent avec humour la relation intime de Clarisse avec l'animal et nous comprenons mieux le sentiment de culpabilité né d'avoir dû abandonner son premier chien, Dilermando, en quittant l'Italie. L'épisode est fictionnalisé dans 2 chroniques, Animaux 1, Animaux Conclusion, où elle narre le coup de foudre mutuel de leur rencontre dans une rue de Naples, puis l'abandon et en faire leur retrouvaille joyeuse et brève quelques années plus tard. Elle écrit à ce propos « De ce Dilermando, j'aurais beaucoup à dire. Nos relations étaient si étroites, sa sensibilité était liée de telle façon à la mienne qu'il pressentait et sentait mes difficultés. Aucun être humain ne m'a donné la sensation d'être aussi totalement aimé que je ne l'ai été sans restriction par ce chien. » Ses sentiments à l'égard des animaux lui inspirent également ces mots en conclusion. Je cite « Ne pas être animal semble être une de mes secrètes nostalgies. » À leur rappel, elle dit ne pouvoir répondre, je cite, « que par l'intranquillité. » Ce conte s'avère énigmatique au point qu'elle ne cache pas son incompréhension face aux sentiments complexes et contradictoires de son personnage. Dans notre perspective, cet intérêt réside dans ce caractère transgressif. Le crime, ici, se répète et se nie tour à tour. Et la volonté d'expiation constitue un désir qui ne peut être satisfait, car seul l'animal pourrait absoudre l'homme de sa faute et de sa trahison. Le conte pose maintes questions sur la culpabilité. La proximité de l'homme et de l'animal opère sans cesse une traversée des frontières de l'humanité et de l'animalité. Qui des deux est le plus humain, de l'homme ou de l'animal? Qui a le plus besoin de l'autre, s'interroge le professeur. Est-ce celui qui a créé l'animal en lui prêtant un nom humain, José, dans une tentative de le faire sien? Est-ce le chien qui, en ne lui révélant pas son nom, faute de langage intelligible, l'a dominé par son regard, devenu peu à peu inquisiteur? L'homme a voulu façonner un compagnon à son image et n'est parvenu qu'à engendrer une conscience qui le juge sans répit et le renvoie au mystère d'une nature animale insondable. L'animal, par son silence tyrannique, l'a poussé au péché, à la dissimulation et a fait naître en lui des pulsions de meurtre. L'incompréhension transparaît dans la réaction de l'homme. Je cite « Je frissonnais d'horreur alors que c'était toi l'innocent. Oh oui, tu étais tous les jours un chien qu'on pouvait abandonner. » L'homme en vient à haïr celui qui n'est en réalité qu'une victime en puissance. Il perçoit trop tard son erreur. Je cite « Maintenant, je suis tout à fait sûre que ce n'est pas moi qui ai eu un chien, c'est toi qui as eu une personne. » C'est aussi ce que rapporte Clarisse dans la chronique où elle constate l'animalité qui l'habite, les instincts contenus mais exigeants
qui se réveille au contact de l'animal, qu'elle ne cherche nullement à humaniser par respect pour lui préférant, dit-elle, s'animaliser elle-même. Dans ce processus, l'attribution d'un nom à l'animal marque un changement d'identité et instaure une relation dont nous découvrons très vite qu'elle n'infléchit en rien sa nature irréductible, qui, à l'inverse de l'homme, recherche le point de résistance. Tandis que l'animal ne demande pas à l'homme de changer sa nature, l'homme exige de l'animal qui réprime ses pulsions en lui interdisant notamment de manger de la viande sous prétexte de ne pas devenir carnassier. Contre toute attente, l'homme souffre de devoir assumer son rôle d'homme à la demande de l'animal, tandis que l'animal, en bravant ses interdits, assume pleinement les pulsions de son espèce et garde son intégrité. Ne demandant rien, dit-il, tu me demandais trop. De toi-même, tu exigeais d'être un chien. De moi, tu exigeais que je sois un homme. L'amour qui les lie est si intense et si possessif qu'il confond la nature de chacun. Son exigence est telle qu'elle ne peut que conduire à la haine, car l'amour va de pair avec la responsabilité et l'engagement. N'est-ce pas ainsi que Saint-Exupéry définit la relation entre le renard et le petit prince? Qui des deux apprivoise l'autre? Quel est le poids de cette responsabilité? Sa qualité de professeur de mathématiques devrait aider l'homme à rationaliser sa perception du monde et à maîtriser sa relation à l'animal. À l'inverse, il se montre dominé par ses sentiments. Se sentant manipulé, un sentiment complexe naît en lui, mélange d'amour et de haine qui cristallise ses doutes. La perfection de l'animal est-elle naturelle ou bien feinte? Car il lui impose une barrière infranchissable, celle de sa nature animale, et refuse de se faire, je cite, adultérer par l'homme en quête d'un ami. Je reprends cette expression utilisée dans une chronique intitulée Amour par Clarice Lispector. Elle fait référence au trouble identitaire vécu par un coati se prenant pour un chien. Mais le chien ici ne cède rien à l'homme, devenant sa conscience, un miroir implacable, faisant de lui cet être coupable du désir d'abandon, lâche devant le poids d'une responsabilité qu'il ne parvient pas à assumer. Le simulacre d'enterrement du vrai chien, substitué par un chien inconnu trouvé mort, couronne le simulacre d'un crime qui n'a pas eu lieu matériellement, mais qui de fait existe virtuellement. L'homme espère ainsi se libérer d'avoir péché en pensée, en désirant la mort de son chien fidèle. Mais le chien n'était-il pas coupable dans sa perfection? N'était-il pas coupable de susciter en lui des instincts primitifs, de le confronter à sa nature lâche et veule, lui qui n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout? En déterrant le chien dans un second temps, il avoue et signe son propre crime, un crime qualifié de plus grand. Est-ce l'abandon de celui dont il a trahi la confiance? Ne s'agirait-il pas d'un crime envers lui-même, son intégrité et ses rêves? En regardant pour la première fois l'animal qu'il a déterré, dont il expose le regard vide aux rayons du soleil, il affronte son humble condition, sa faiblesse et sa lâcheté, qui font de lui un homme parmi les hommes, tiraillé entre son désir d'amour et de liberté. Ces trois récits figurent donc les glissements entre la nature animale de l'homme et la nature humaine de l'animal. Ils consacrent la filiation entre les deux dans une forme de réversibilité ou de perméabilité des natures de l'un et de l'autre. La poule, à qui l'on ne prête d'ordinaire ni intelligence ni qualité, est humanisée par son aspiration à la liberté et son instinct qui lui fait retrouver les gestes de protection nécessaires à l'œuf qui perpétue son espèce. Cette filiation, même si elle résulte d'un engendrement involontaire, s'inscrit dans le dessein mystérieux qui ordonne le sens de la création et perpétue la vie. Tandis que l'homme révèle sa nature carnassière, la plus petite femme du monde, dénommée poétiquement petite fleur, illustre d'une autre manière ce même mystère d'une vie en devenir qui s'incarne dans le corps le plus fragile. Alors que son humanité est niée par les tenants de la civilisation dominante, sa capacité d'aimer dépasse amplement les limites étroites de son corps et révèle la profondeur de son âme et de sa sensibilité. Le dernier récit, Le crime du professeur de mathématiques, explore les territoires secrets des frontières de l'identité et les glissements qui relèvent de la responsabilité de l'être humain dans ses relations à l'autre, l'animal. L'amour qui fonde leurs relations est aussi l'instrument de leur destruction qui incarne la profonde nature paradoxale
de l'être humain. Je vous remercie.